Non, ceci n'est pas une provocation, assure Trump. Il s'agit surtout d'une visite touristique. On est ici sur ces images au Groenland. Et ces convois, ce sont des convois où cet avion en préparation de la venue de la deuxième dame des États-Unis, la femme du vice-président. Elle est attendue, elle, sur place au Groenland d'ici jeudi. Et elle va visiter, font savoir les autorités, des sites touristiques et en apprendre plus sur l'héritage groenlandais. Elle prévoit aussi d'assister à une course nationale de chiens de traîneau. Et elle est très enthousiaste face à cette perspective. Alors bon, quand même dans sa valise, Hudd Chavens, puisque c'est son nom, elle a pris soin d'emmener son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, et le ministre de l'énergie, Chris Wright. On en parle toujours avec Marlène Schiappa, avec Jean-François Boutors, avec Thierry Coste et avec Christian Proutot. Alors, encore une fois, il l'a dit, Trump, non, pas de la provocation, de la gentillesse. Ce n'est pas de la provocation, c'est de la gentillesse, pas de la provocation. Je pense que le Groenland sera peut-être quelque chose qui fera partie de notre avenir. C'est un lieu important, très important du point de vue de la sécurité internationale. Si vous regardez les bateaux qui tournent autour du Groenland, vous verrez des bateaux russes, chinois, beaucoup de gens et beaucoup de lieux importants. Ça ne peut pas continuer et ça ne va pas continuer ainsi. Nous recevons beaucoup de messages de nombreux Groenlandais, énormément de requêtes, y compris d'officiels là-bas. Alors une visite en pleine vacances du pouvoir au Groenland alors que le président n'arrête pas de marteler qu'il veut récupérer ce territoire, c'est très gentil ? Ou c'est de l'intimidation, c'est de l'ingérence, de la provocation ? Je vous laisse le choix des mots. Jean-François Boutors. Évidemment, ils ont un avantage, c'est qu'il y a une base américaine. Donc ils sont fondés à visiter la base américaine. On ne peut pas leur interdire ça. Mais évidemment, c'est une manœuvre, elle est grossière, elle est même volontairement grossière. Pourquoi volontairement grossière ? Parce qu'on est dans une stratégie de communication c'est une bagarre de boxe, c'est un combat de boxe en réalité, avec la communication. Et je mets les pieds là où je veux. Excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais c'est comme un loup qui marque son territoire. Là, je ne vais pas aller plus loin. Vous l'avez fait avec beaucoup de prudence. Vous avez été dans la mesure. On voit bien l'image. Et voilà, c'est tout. Et il envoie une équipe le faire. Et dont la femme du vice-président. Grande spécialiste de la communication politique, c'est Marlène Schiappa. Votre analyse de cette situation. On écoutera Madame Vance derrière nous expliquer pourquoi c'est bien le tourisme au Groenland. Mais d'abord, ce qui se passe quand vous voulez faire un déplacement officiel, que vous êtes une seconde dame, comme on dit aux États-Unis, des ministres en fait, parce que là on parle d'elle, mais c'est surtout un déplacement ministériel derrière l'arbre qui cache la forêt. Mais en fait, il y a un usage, et cet usage, il veut que vous soyez invité par le gouvernement en place, par les autorités, que vous ayez des échanges entre ambassadeurs et que vous décidiez ensemble du bon timing. Il arrive que des ambassadeurs ou des gouvernements disent écoutez, en ce moment, c'est pas le bon moment pour la visite officielle, mais nous serons ravis de la programmer à telle date. Et normalement, le bon usage des relations diplomatiques fait qu'on s'y conforme et qu'on ne dit pas j'ai décidé de voir un spectacle de chiens de traîneau. Là, enfin vraiment, il se moque du monde. On est vraiment dans une volonté de faire de l'esbrouf, pardon pour le terme, et de pouvoir aller le plus loin possible dans la mauvaise foi de la part de Trump. Et on met tout sur l'émotionnel et rien sur le rationnel. C'est-à-dire, des gens nous ont appelés, on ne sait pas qui, on est dans le flou le plus total. Des officiels nous ont appelés. Si c'était vrai, les 10 officiels du Groenland se manifesteraient et diraient c'est à mon invitation que Madame Vance et le ministre de l'énergie et le conseiller à la défense viennent au Groenland. C'est pas vrai, je n'y crois pas une seule seconde qu'il y ait une invitation d'officiels cachée, secrète, qui ait déclenché cette visite-là. Avant de vous laisser continuer, on va quand même écouter Madame Vance. Elle nous parlait de sa passion pour les courses de chiens de traîneau. Bonjour, je suis très heureuse de vous annoncer que je me rendrai à Kalalit Nunaat au Groenland le week-end prochain. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'assister à votre course nationale de chiens de traîneau que notre pays est fier de soutenir en tant que sponsor. J'ai lu tous les articles à ce sujet avec mes enfants et je suis stupéfaite par l'incroyable habileté et le travail d'équipe qu'il faut pour participer à cette course. Je viens également célébrer la longue histoire de respect mutuel et de coopération entre nos nations et exprimer l'espoir que nos relations ne feront que se renforcer dans les années à venir. Je me réjouis de rencontrer bientôt beaucoup d'entre vous et de découvrir votre beau pays, votre culture et vos traditions. À bientôt.
Tiens, le regard du lobbyiste, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites, mais en fait c'est formidable, cette technique, pourquoi pas, on va y aller beaucoup plus franchement à partir de maintenant. Alors surtout que je vais parler comme lobbyiste rural. Là c'est la démonstration même de la stratégie. Regardez, on a trouvé un truc sympa qui fait rêver. Les chiens de traîneau, ça fait rêver tout le monde sur la planète entière. Et on y va. Il ne faut pas oublier, le vice-président américain, dont la femme va au Groenland, c'est un vrai stratège. Il est beaucoup plus idéologue qu'on ne le croit. Il est très rural. Il est le défenseur de l'Amérique conservatrice. Et lui, il sait jouer. Il a fait la démonstration en venant en Europe, dans ses déclarations. Il sait jouer sur ces symboles-là. Donc c'est une vraie provocation, bien évidemment. Hein. Mais c'est destiné à ça. Et le vice-président est très impliqué là-dedans. Je suis même à peu près certain qu'il est déjà allé chasser au Groenland, parce qu'il est très chasseur, et que c'est la culture américaine de dire tous les territoires où je vais chasser, c'est chez moi. D'ailleurs, on le voit il lance des programmes de conservation en Afrique en ayant des industriels qui payent pour protéger des zones extraordinaires avec juste un objectif, c'est pouvoir aller chasser 2 éléphants. Donc on voit cette culture qui est, on est partout chez nous, sitôt on partage une culture. Et cette culture inuite, elle est sympa et ça marche. C'est ce que disait Surkov à propos des Russes, hein. Partout où on a été, c'est la culture russe. Voilà, c'est chez nous. Exactement, dans une interview incroyable accordée à l'Express la semaine dernière, c'était spectaculaire, la Russie n'a pas de limite, partout il y a de la culture russe. C'était aussi une opération de propagande. Voilà. Mais la culture rurale de Vance est très développée. La preuve, c'est que même sa femme va faire de la diplomatie provocatrice. C'était le fils de Trump qui était allé absolument. Le 7 janvier dernier là-bas. À chaque fois, ils viennent planter le drapeau, enfin, appuyer un peu plus sur le drapeau territoire groenlandais. On occupe le territoire, c'est les phéromones tels que Jean-François l'évoquait tout à l'heure. De dire, bon, ben, c'est chez nous, la preuve, c'est qu'on peut y aller. Parce que quand vous voyez le Barnum, pardonnez-moi le terme, mais j'ai fait de la protec, et donc je sais tout ce qu'on déplace. Et qu'on voit la succession de véhicules qu'il y a là, c'est du lourd hein, qu'on envoie. Et en plus, avec le message qu'elle envoie avant, coucou, je vais venir vous dire bonjour, vous imaginez dans n'importe quel autre pays démocratique s'il se passait une chose pareille, que l'épouse d'un vice-président annonce sa venue simplement, et ça vraiment ça trompe personne pour aller voir une course de traîneau. On revoit le convoi dont vous parliez, Christian Proutot, ça vous dites c'est du lourd. Là on est que dans le convoi de préparation, elle n'est pas sur place, donc là c'est juste pour préparer la visite. Non, là je pense qu'elle est dans un des véhicules. Nous on n'a pas l'information selon laquelle elle est arrivée sur place, c'est pour ça qu'on reste prudent. Alors on voit le convoi qui nous amène à penser que ce sont les préparatifs, mais il est dit qu'elle est là d'ici à jeudi, c'est pour ça qu'on reste juste avec cette petite prudence. C'est possible aussi, mais déjà on voit que la préparation en amont est à l'américaine, comme le fait le United Secret Service, qui est l'équivalent du GSPR aux États-Unis. À chaque fois, on déplace le banc, l'arrière-banc, l'avion, les véhicules blindés, la totale. Hein. Parce que quelques mots, je dois partir voir. Juste pour dire, si elle aimait tant les chiens inuits, elle pouvait très bien y aller discrètement. J'ai un souvenir très précis. Ou aller au Canada. J'ai une amie qui faisait du ski à Méribel il y a quelques années, qui a rencontré une Russe qui était égarée parce qu'il y avait du brouillard sur les pistes. Et puis en fait, il s'est avéré, elle a compris. En fait, c'était Madame Poutine qui était en train de faire du ski. Ah. Elle était là très discrètement, ça n'a dérangé personne. Elle était sans doute surveillée, bien entendu, mais elle pouvait venir. Donc, Madame, si elle voulait simplement voir des chiens, elle pouvait y aller très tranquillement sans faire tout ça. Alors, à tout moment, on va vous parler des négociations Russie, États-Unis, Ukraine à Riyad. À tout moment, on attend le communiqué. Moscou et Washington qui publieront ce matin un communiqué commun sur leur réunion. Mais on apprend qu'une nouvelle réunion a débuté il y a quelques instants entre Ukrainiens et Américains. Un négociateur russe fait savoir qu'ils ont parlé de tout lors des dernières heures de discussion. Ils parlent d'un dialogue intense, pas facile, mais très utile pour les Russes et pour les Américains. Mais surtout, l'enjeu est-il de voir si Poutine peut remettre la main sur la mer Noire? Oui, c'est ce qu'on comprend. Bonjour à vous, Jérôme Garraud. Merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Moscou. À quoi faut-il s'attendre sur ce plan-là? Est-ce qu'il faut s'attendre à une éventuelle reprise des voies d'exportation avec l'intention de lier un accord naval à un accord de paix plus large? Bonjour Amélie, bonjour à tous. Alors déjà pour remettre les choses dans l'ordre, il y avait déjà eu une phase 1 des négociations avec un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Bon, ça jusqu'ici, ça marche pas très bien. Et ce qui était discuté hier, c'est la phase 2 des négociations avec un cessez-le-feu qui concernerait uniquement la mer Noire et les bateaux. Et ça, c'est une étape qui intéresse les Russes au premier chef, étant donné que leur marine de guerre est harcelée depuis des mois et même depuis des années
par l'armée ukrainienne et que leur navigation désormais est entravée dans cette mer Noire. Alors ce que voulaient sans doute dealer les Russes à cette occasion, c'est une levée ou un assouplissement tout du moins des sanctions économiques qui touchent leurs exportations d'engrais. Ça c'est un aspect très important pour l'économie russe. Mais on ne sait pas si quoi que ce soit a été signé hier. L'un des délégués russes ce matin a parlé à une agence de presse officielle en expliquant que les négociations avaient été constructive, je cite, mais extrêmement complexe et difficile. Ça, on s'en était douté, étant donné qu'hier, la réunion entre Russes et Américains a duré plus de 12 heures, entrecoupée de pauses pour que les uns et les autres fassent des allers-retours. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de désaccords qui ne sont pas résolus. Merci beaucoup Jérôme Garraud de remettre les choses dans l'ordre à chaque fois depuis Moscou. Merci beaucoup à vous. Pourquoi les Russes en font-ils à ce point une priorité ? Écoutez, il y a deux choses majeures. Il y a d'un côté le commerce, et en particulier le commerce. Alors il y a les grains, il y a les engrais, et puis il y a le pétrole. Parce que c'est aussi une des voies d'exportation du pétrole. Et je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il y a eu une marée noire dans le détroit de Kertch parce que des barges russes qui faisaient du trafic... Le faisceau fantôme. La fameuse flotte fantôme ont eu un accident à proximité. Et alors, assez grave. Les Russes n'ont pas réussi à s'en dépêtrer facilement. Donc... obtenir la levée des sanctions qui leur permettrait de refaire du commerce, c'est-à-dire de redonner un peu d'air à une économie qui souffre malgré tout des sanctions, et en particulier qui souffre des frappes aussi énergétiques sur les installations, sur les raffineries russes par les Ukrainiens, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de libérer, si j'ose dire, libérer la marine de guerre russe, qui pour l'instant est cantonnée dans les ports du fin fond de la mer Noire du côté de l'Abkhazie. Sur les céréales, vous connaissez ces enjeux-là, Thierry Gost ? Bien sûr, non, mais le marché est réel. La fin du marché autour de la mer Noire a provoqué d'ailleurs un flux de céréales et d'engrais chez nous en Europe qui a provoqué une réaction virulente des Polonais et qui a déstabilisé une partie de l'économie agricole. Donc c'est clair. Mais là, je crois que la stratégie des négociateurs, elle est assez simple. C'est que on a besoin d'assouplir la position des Russes qui est de plus en plus brutale parce qu'ils savent qu'il faut gagner du temps. Ils iront à la négociation jusqu'au bout, je pense. Mais donc, il faut les attendrir. Attendrir les Russes, c'est traiter la mer Noire. Puisqu'effectivement, ils ont subi un échec réel, et qu'aujourd'hui, ils sont cantonnés. Donc, c'est évident qu'au-delà de l'aspect économique, qui sans doute est quand même un élément très important, parce qu'il y a un vrai flux économique pour les deux parties, et les Ukrainiens le demandent tout autant. Ça c'est clair, puisqu'ils ont bien vu les réactions européennes. Mais derrière ça, il faut attendrir les Russes dans une négociation au-delà. Et on ne peut pas parler de la limite de la frontière tant qu'on n'a pas réglé ce problème de la mer Noire. Comme le temps file à nouveau, c'est bon signe en général quand même, parce que c'est passionnant. Je voudrais qu'on regarde cet article du Financial Times qui montre à quel point ces négociations et la possible libération de cet espace de la mer Noire inquiètent les Européens, surtout la Roumanie et la Bulgarie. Christian Proutot, ça pourrait effectivement élargir la zone opérationnelle militaire des Russes avec un risque, un réel sujet d'inquiétude pour les Européens ? Mais bien évidemment, puisqu'on sait que les deux accès à la mer des Russes, c'est la Baltique ou les mers, ce qu'on appelle les mers chaudes de la Méditerranée. Et donc ça passe par la mer Noire. Et je trouve insensé qu'on nous vende qu'on est à Riyad pour parler d'un cessez-le-feu, et que l'objectif, actuellement, c'est le commerce ou l'ouverture pour les Russes d'un endroit où ils ne peuvent plus aller, qui est la mer Noire, parce que, effectivement, les Ukrainiens ont été très efficaces et ont cloué la marine russe. Alors,